Un jeune couple, à quelques jours de leur premier anniversaire, est retrouvé mort dans leur voiture en pleine circulation. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous allons vous expliquer ce que nous savons et l'état actuel de l'enquête selon la police. Inside the Crime, présenté par Law and Crime, je suis Elisabeth Milner. Il y a tellement de mystères autour de cette affaire, et il semble qu'avec ce que nous savons pour l'instant, la police ait très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer. Cela signifie qu'il n'y a actuellement ni suspect, ni arrestation, ni inculpation, ni personne d'intérêt. Comment ce couple a-t-il été retrouvé mort, blessé par balle, dans leur voiture? Rachel et Brandon Dumovich semblaient être un couple amoureux, ils se sont mariés seulement l'année dernière. Selon TheKnot.com, Rachel et Brandon étaient des amoureux du collège. Rachel a écrit dans la section Notre histoire. Brandon et moi nous sommes connus au collège à 12 ans quand j'ai volé son parfum dans son casier et me suis enfuie. Après 15 ans d'amitié et divers moments partagés, nous avons commencé à sortir ensemble en 2022. Brandon m'a demandé en mariage l'été dernier à Big Cedar, à Slinger, Wisconsin, où j'ai de merveilleux souvenirs d'enfance chez mes grands-parents, aujourd'hui la maison de mes parents. Ce lieu spécial accueillera aussi notre mariage. Nous avons hâte de vivre le prochain chapitre de notre histoire d'amour avec nos proches. Leur avenir ensemble semblait prometteur. Le couple s'est marié le 12 octobre dernier. D'après les publications sur les réseaux sociaux, les deux sont partis en lune de miel en Grèce. Et à partir de là, il semblait que leur vie de couple ne faisait que commencer. Rachel a même publié ce message sur son Facebook, à jamais à la poursuite des couchers de soleil, en souhaitant que nous soyons de retour en Grèce. Ce qui est troublant avec cette publication, c'est qu'elle allait devenir sa toute dernière publication. Quelques heures seulement après ce message, elle et Brandon étaient tous les deux morts. Voici ce que la police dit qu'il s'est passé. Le service de police de Harvard rapporte que le 6 octobre, peu avant minuit, un agent a vu une voiture garée près de la route 14. Les feux de détresse étaient allumés. Quand l'agent s'est approché du véhicule pour vérifier si le conducteur avait besoin d'aide, il a découvert que les deux occupants étaient morts. La police indique qu'une femme de 29 ans conduisait avec un passager de 30 ans. La femme a été identifiée comme Rachel et l'homme comme Brandon. La police précise que Brandon et Rachel ont été blessés par balle et qu'une arme a été retrouvée dans la voiture. Y avait-il un tueur en liberté? S'agissait-il d'un incident isolé? Selon le service de police de Harvard, ils ont effectivement ordonné un confinement sur place, mais l'ont ensuite levé car il n'y avait aucune menace persistante pour la communauté. Un jeune couple a été retrouvé mort dans sa voiture, tous deux blessés par balle. Les feux de détresse étaient allumés, mais la cause du décès reste inconnue. Cela pousse tout le monde à se demander s'il s'agissait peut-être d'une tentative de carjacking qui a mal tourné. Ont-ils été assassinés? Nous ne savons tout simplement pas. Bien que leur mort ait bouleversé la communauté de Harvard, Illinois, certains ont tout de même spéculé sur les faits. Les avis de décès de Brandon et Rachel les décrivent comme aimants, comme nous l'avons vu dans celui de Brandon. Il est décédé un jour après avoir fêté son 30e anniversaire. On pouvait notamment lire « Brandon a apporté vie et rire à ceux qui l'entouraient dès le début ». Brandon a fièrement servi comme sous-officier dans la marine des États-Unis. Son temps passé dans l'armée reflétait son profond engagement envers le service et sa passion durable pour aider les autres, une qualité qui est restée centrale tout au long de sa vie. Homme aux multiples centres d'intérêt et à l'énergie débordante, Brandon trouvait de la joie dans tout ce qui était motorisé. Que ce soit en radiocommandé, en vol, en navigation, en motoneige ou pour une journée de pêche ou de chasse, Brandon abordait chaque aventure avec enthousiasme et compétence. Son amour inébranlable pour les animaux montrait sa compassion. Le sourire contagieux de Brandon et son sens aigu de l'humour avaient le don d'illuminer n'importe quelle pièce. Il avait une capacité extraordinaire à remonter le moral et à rassembler les gens. La famille était toujours au cœur de tout ce qu'il faisait. C'était son ancre et sa plus grande source de fierté. Pendant ce temps, l'avis de décès de Rachel indique en partie, je cite, « Rachel a obtenu son diplôme du lycée Crystal Lakes South en 2014, où elle était une athlète universitaire en cheerleading et athlétisme. Elle a obtenu son baccalauréat en administration des affaires cum laude à l'Université du Wisconsin, Milwaukee, en 2018, figurant chaque semestre sur la liste du doyen. Pendant ses études universitaires, elle a fait du bénévolat en tant que grande sœur et mentor auprès de l'association Big Brothers Big Sisters de la région de Milwaukee, reflétant ainsi son engagement de toujours à aider les autres. Rachel, dynamique, ambitieuse et passionnée, était rassembleuse, défenseur et amie fidèle. Elle montrait une grande empathie, compassion et sens de la justice, défendant toujours les personnes sans voix.
Avec son humour spontané et sa vivacité, elle diffusait énergie et rire partout où elle passait. Rachel aimait ses amis, sa famille, voyager, la mode, la décoration, la cuisine et surtout la vie au bord du lac. La police indique que leur mort fait toujours l'objet d'une enquête en cours. Nous pourrions donc bientôt en apprendre davantage sur ce qui est arrivé à Brandon et Rachel. Face au mystère de cette affaire, je suis rejointe par le commandant de police retraité Will Svellar. Will, merci beaucoup de m'avoir rejointe aujourd'hui. Quelle est votre réaction face à cette affaire? Il s'agit d'un jeune couple. Ils sont retrouvés morts dans leur voiture. Ils ont tous deux des blessures par balle. Que pensez-vous de ce que nous savons? Il reste très discret sur la cause du décès pour l'instant, mais certains éléments semblent orientés dans une direction. D'après ce qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ont des blessures par balle. Moi, je dis qu'une arme a été retrouvée dans la voiture et qu'il n'y a aucune menace pour le public. Donc, cela suggère que tout ce qui s'est passé dans cette voiture vient de là et non d'une cause extérieure. Donc, il n'y a aucune possibilité que tu penses que ça pourrait être un carjacking qui a mal tourné ou peut-être un type de vol à main armée? Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Ce que la police a publié me fait penser que cela n'a pas eu lieu. Ils sont aussi sur le bord de la route avec les feux de détresse. En général, on n'allume pas ces feux de détresse sur le bord de la route si on est en train de se faire cambrioler ou quelque chose comme ça. Oui, et ça me bouleverse vraiment. Et je réfléchis simplement à ce que disent les policiers à propos de l'endroit où chacun était assis dans la voiture. D'après ce que nous savons, il n'y avait que Rachel et Brandon, Rachel étant au volant et Brandon sur le siège passager. Il est juste un peu avant minuit. Encore une fois, ils ont été retrouvés morts la semaine dernière. Où pensez-vous que la police en est dans l'enquête? Votre scène de crime, c'est la voiture. Ils l'ont sûrement examinée, ainsi que le rapport du médecin légiste, qui sera crucial. Vous en parlez maintenant. S'agit-il de blessures de contact? Où sont-elles situées? Et il était question d'une blessure, mais les rapports ne précisaient pas où. Alors, est-ce que l'un a reçu plusieurs balles et l'autre une seule, ou bien chacun une seule? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un était sur la banquette arrière? Ils devront déterminer tout cela sur le plan médico-légal. Oui, parce que je sais que quand on a entendu parler de cette affaire pour la première fois, on s'est dit, bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de mystérieux, et je pensais qu'il pouvait y avoir une autre personne impliquée. Peut-être un genre de carjacking, mais ensuite, il y a tout cet aspect important, à savoir que l'arme à feu a été retrouvée à l'intérieur de la voiture. À quel point cette arme à feu est-elle importante, ainsi que tous les tests que les enquêteurs vont effectuer dessus? À quel point ces preuves médico-légales seront-elles importantes lorsqu'ils en tireront leurs conclusions? C'est la preuve. L'arme à feu servira de preuve dans cette affaire, si c'est bien elle qui les a tués. Vous allez devoir comparer les projectiles, vous allez devoir tester, tirer avec l'arme. Cela prend quelques jours pour faire tout cela, mais c'est une question de trace d'outils. Une fois l'arme obtenue, il tire puis récupère les projectiles utilisables sur les victimes ou les douilles dans la voiture. Si en fait c'était un semi-automatique, il ne faut pas longtemps pour relier l'arme à la preuve balistique. Donc ça va être énorme. C'est toute l'affaire. Oui, et je sais que les émotions sont fortes dans cette affaire, arrivée la semaine dernière. Mais j'aimerais connaître votre avis sur la possibilité que ce soit un meurtre-suicide. J'ai un peu de mal à y croire. C'est seulement parce qu'ils étaient en train de fêter. Ils allaient célébrer leur premier anniversaire de mariage. C'était le lendemain de l'anniversaire de Brandon. Ils se connaissent depuis le collège. Personne n'a dit qu'il y avait de la violence dans leur mariage ou quoi que ce soit de ce genre, du moins d'après ce que nous savons jusqu'à présent. Mais qu'en penses-tu? Je me demande, est-ce un meurtre-suicide ou un pacte de suicide? Quelle différence cela fait-il? Tu sais, ces deux pauvres enfants sont morts. Oui, c'est très curieux que cela arrive moins d'un an après le mariage. Ils se connaissaient depuis des années. Ils sont sortis ensemble pendant des années. Et tout d'un coup, moins d'un an après le mariage. Mais une chose que mon père m'a dite il y a longtemps, c'est qu'il ne faut jamais vouloir échanger sa place avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Les choses peuvent mal tourner. Financièrement, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? J'essaie d'être optimiste et je sais que nous travaillons chez Law and Crime. J'essaie de me dire qu'il y a de l'espoir, que ce n'est que ce que c'est. Un beau couple jeune à qui il a dû arriver quelque chose de terrible. Mais sans imaginer qu'un meurtre-suicide puisse aussi être possible. Et je suis curieuse, penses-tu qu'il est exagéré d'interpréter le fait que ni l'avis de décès de Rachel ni celui de Brandon ne mentionnent l'autre, surtout qu'ils étaient jeunes mariés, surtout qu'ils ont été retrouvés morts ensemble? Oui, c'est étrange. Tu sais qui a écrit son avis de décès? Maintenant, s'il y a, comme tu l'as dit, une exclusion entre les deux familles des deux côtés, quelqu'un devrait se manifester.
ou s'ils n'ont pas déjà parlé aux forces de l'ordre de problèmes éventuels. Donc, comme tu l'as dit, ben, c'est étrange qu'il n'ait pas mentionné épouse bien-aimée, hein, il mari bien-aimé, parce que dans aucune des deux nécrologies. Donc, je veux dire, ça suggérerait peut-être qu'il se passait quelque chose. Et c'est quelque chose dont la police devra parler avec les familles. Concernant la reconstitution de ce type d'événement survenu dans une voiture, selon les informations actuellement disponibles et les déclarations publiques de la police, comment procède-t-on pour reconstituer les faits? Parce que je réfléchis à la façon dont la police dit que les deux étaient en oppositionnés, Rachel sur le siège conducteur, Brandon sur le siège passager. Comment détermine-t-il s'il s'agit d'un meurtre-suicide, qui a tiré sur qui et comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, encore une fois, vous allez examiner les preuves médico-légales. Le test de résidus de tir sur leurs mains, leurs bras et les vêtements qu'ils portent qui indiqueraient qui a tiré avec l'arme. Vous allez examiner l'emplacement des blessures sur le corps. C'est un élément extrêmement important, l'emplacement des blessures sur le corps. Côté et devant de la tête, poitrine, nous ne savons pas. Et puis, y a-t-il quelqu'un sur la banquette arrière? Pouvez-vous prouver quelque chose là-bas? Vous allez faire des tests de résidus de tir sur l'appui-tête à l'arrière. Vous allez faire tout ça. Ils n'utilisent pas des tiges pour déterminer la trajectoire des balles. Y a-t-il des dégâts? Proviennent-ils de l'intérieur ou de l'extérieur de la voiture? Sont-ce vos dégâts? Ce sont toutes des choses qui font que la voiture est énorme. Et c'est la scène de crime. Elle est préservée et ils devraient pouvoir en tirer ce dont ils ont besoin. Et parlons de la possibilité que cela ait pu être un carjacking mortel. Comment procèdent les enquêteurs si ce scénario est retenu? Il faut maintenant retracer leur parcours. Où étaient-ils? Où allaient-ils? D'où venaient-ils? Et s'ils se sont arrêtés? Y a-t-il une vidéo? Y a-t-il des caméras, vous savez, comme des caméras de sonnette ici? Je pense que c'était une zone assez rurale là-bas, à Harvard, dans l'Illinois. Mais des radars, des caméras de feu, des radars automatiques, tout ce qui permet de retracer leurs actions, déplacements ou provenance. Leurs déplacements sont essentiels. Et encore une fois, vous verriez des indices sur le bord de la route s'il y avait un autre véhicule impliqué. Mais si c'est le cas, il faut revenir en arrière et commencer à chercher n'importe quel indice. Il faut faire du porte-à-porte. Là aussi, il y a quelque chose à vérifier dans les environs. Est-ce que quelqu'un a entendu des coups de feu? Donc, ça devient du travail de terrain. Et je sais que, comme beaucoup de gens, on a un peu la théorie des experts, quand il s'agit de résoudre un crime, on pense que ça se passe très vite. Mais je me demande, si c'était un meurtre-suicide, pourquoi la police ne dit-elle pas tout simplement que c'est une possibilité qu'ils envisagent? Pourquoi, selon vous, les enquêteurs sont-ils restés si discrets? Il faut attendre le rapport du médecin légiste. Cela survient généralement lors de l'autopsie. Vous savez, dans ce cas, je soupçonnerais un homicide par balle ou un suicide par balle. Mais il se peut aussi que ce soit des blessures par balle qui ont causé la mort. La cause de la mort attend l'enquête de la police, car le médecin légiste n'a pas encore donné son accord. Il faudra attendre plus de recherches. Cela pourrait impliquer d'examiner l'intérieur de la voiture, de relier l'arme à l'incident, puis d'obtenir plus d'informations. Maintenant, je vais le redire, vous savez, et je déteste dire ça. Surtout puisque la police n'est pas sortie pour le dire ou le confirmer, je devrais préciser. Disons qu'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Pensez-vous que les familles pourraient obtenir une forme de justice dans une affaire comme celle-là? Quand on en parle du point de vue de la police, encore une fois, on ne sait pas si c'est ce qui s'est passé. Je ne veux pas sembler insensible, mais un meurtre-suicide est généralement facile à élucider en termes de taux de résolution. Vous n'aurez jamais justesse ni ne comprendrez vraiment la situation d'un membre de la famille, quel que soit le côté. Pourquoi cette personne a-t-elle tué l'autre puis elle-même? Il n'y a aucune justice ici. Il n'y a pas de poursuite comme dans un meurtre-suicide. C'est donc à la police. C'est une affaire assez facile à résoudre à condition que toutes les preuves soient là. Mais pour les familles, il n'y a aucune justice dans ce genre de situation. Et c'est tout simplement horrible, parce que maintenant, ces deux jeunes vies sont perdues. Je suis sûre qu'il reste de nombreuses questions. Will Spillar, selon vous, que va-t-il se passer? À votre avis, quand pensez-vous que les enquêteurs vont enfin sortir et dire « D'accord, nous savons ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé ». Pensez-vous que cela pourrait arriver cette semaine, la semaine prochaine ou le mois prochain? Je pense que ce sera cette semaine, à moins qu'ils n'attendent des résultats toxicologiques ou quelque chose comme ça. Et ces résultats toxicologiques feront partie de l'enquête. Cela ne veut pas forcément dire que ce sera le facteur clé. Je pense qu'ils vont récupérer les preuves de la voiture. Pour moi, je pense qu'ils vont de nouveau rencontrer le médecin légiste et je pense que nous aurons nos réponses. Et je crois que ce sera cette semaine, probablement. J'espère que les familles trouveront un sens à tout cela, car c'est une affaire vraiment horrible et tragique.
Je tiens à te remercier, Will, pour ton éclairage sur cette affaire. J'apprécie vraiment le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Avec plaisir. Au moment de cet enregistrement, la police n'a pas révélé publiquement s'il s'agit d'une enquête pour meurtre ou s'il y a une personne d'intérêt. Encore une fois, il s'agit d'une enquête ouverte et active, et toute personne ayant des informations est priée d'appeler ou de contacter le département de police de Harvard dans l'Illinois. C'est tout pour cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner et c'était Inside the Crime.